Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Les Red Flagueuses. Déjà 4e épisode. J'espère que vous avez pu fêter le 8 mars comme il se doit, la journée internationale des droits des femmes. Et en ce mois particulier, j'avais envie de donner un éclairage sur la carrière et les initiatives de 2 personnes. D'abord Loli, que nous allons entendre aujourd'hui. Et ensuite, dans 15 jours, vous entendrez l'épisode avec Sophie Le Burton. Alors, Loli, c'est une artiste burlesque. Sophie, c'est une organisatrice de concerts de métal. Alors, 2 univers qui peuvent paraître très distants, mais qui ont énormément de choses en commun. J'avais envie d'aborder avec vous la place des femmes dans le monde de l'art, de la musique. Et aujourd'hui, avec Loli, j'avais envie aussi d'aborder la question de la sororité. Alors, est-ce que je dois vous expliquer ce que c'est la sororité ? Il me semble que dans le mot en lui-même, on entend le sens, c'est-à-dire que les femmes soient capables de s'associer, se soutenir entre elles pour avoir plus de force. Non pas pour détruire les vilains messieurs, là n'est pas la question, mais plutôt pour arrêter d'être en concurrence les unes avec les autres. Parce que s'il y a bien un jeu auquel j'ai parfois joué, c'est celui de rejeter ou de peut-être manquer d'empathie vis-à-vis des autres femmes parce que le système dans lequel nous évoluons m'avait mis en concurrence avec elles. Qui était la plus jolie, qui était la plus désirable, qui était la plus riche parfois ou la plus puissante. Voilà des questions que nous nous posons parfois entre femmes, alors que finalement, de compétition, il ne doit pas y en avoir. Loli, c'est une artiste particulière. Enfin, vous me direz, tous les artistes sont particuliers, mais évidemment, comme c'est mon amie, elle est encore plus particulière. C'est une artiste protéiforme qui a su se réinventer tout au long de sa carrière, tout en maintenant une cohérence dans son art et une cohérence dans sa vision des choses. Artiste burlesque, effeuilleuse, chanteuse, metteuse en scène, Loli a su développer des outils de coaching pour permettre aux femmes de découvrir leur potentiel. Alors quel potentiel ? Leur potentiel de confiance en soi, leur potentiel d'expression d'elles-mêmes. Au-delà des clichés, au-delà des modèles tout faits, ce que propose mon amie, c'est une vision des choses qui apporte de l'empowerment, c'est-à-dire une puissance de soi-même, une vision de soi-même empouvoirante, prendre le pouvoir. J'ai participé à ces ateliers, à la fois comme collaboratrice de Loli, mais aussi en tant que participante. Et ce sont toujours des moments particuliers où, loin des dramas du coaching individuel qui peut parfois plus être délétère qu'autre chose, là, j'ai découvert toute la puissance du collectif. La puissance du collectif des femmes, de femmes qui, a priori, ne se seraient jamais croisées et qui ont pu, à travers un atelier, à travers plusieurs ateliers parfois, rassembler leurs énergies et se dire « Ah oui, toi aussi, tu as vécu ça, tu t'en es sorti, donc moi, je peux le faire aussi. » Ce sont des femmes qui osent aujourd'hui s'habiller comme elles le veulent, qui osent prendre la parole, qui osent se dire qu'elles ont probablement une graine d'artiste en elles, qui osent être ce qu'elles ont toujours voulu être. Peut-être pas totalement, mais la petite partie qu'elles auront gagnée, c'est vraiment extrêmement précieux. Loli, c'est aussi, il faut le dire, la première femme à avoir été engagée par le Crazy Horse
comme meneuse de revue alors qu'elle ne fait pas une taille 36, alors qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté imposés par le cabaret à toutes ces danseuses. Et ça, c'est quand même un événement, un petit événement pour certains, mais un gros pour d'autres, parce que ça voulait dire qu'une institution parisienne s'ouvrait à la diversité des corps. Depuis cette période, depuis 2010-2015, les choses ne cessent de s'accélérer à ce niveau-là. Parfois, il y a des retours en arrière. Parfois, le monde de la mode, de la musique, du cinéma nous réimpose des corps hyper calibrés. Mais on résiste. On continue à montrer, à exposer des corps qui sont différents. Parce que je reste persuadée que notre sens de l'esthétique est éduqué par ce que nous voyons et que quand on nous propose d'autres choses, on ouvre son cœur aussi à d'autres modèles d'amour, d'amitié et d'acceptation. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin pour des petites conclusions et quelques références. Bonjour Loli. Coucou Mary. C'est un honneur pour moi aussi d'être là dans ce beau projet que tu as mis en place. Voilà, donc Merci. je crois que je suis une des premières. Et voilà, j'espère que ça te portera bien loin dans les Red Flaggeuses. Merci, c'est gentil. Alors Loli, je te propose de te présenter et de nous expliquer peut-être certaines étapes importantes de ta carrière pour qu'on puisse un peu comprendre qui tu es si on ne te connaît pas encore. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Loli Wish. J'ai commencé ma carrière il y a 17 ans maintenant. C'est très loin. Ça fait bizarre de le dire. J'y réfléchissais l'autre jour, je me disais, mais ça fait combien d'années que je connais Loli? Et puis oui, j'ai eu le chiffre de 17 ans qui est apparu. Oui, ça fait 17 ans. J'ai commencé tout simplement en tant qu'effeuilleuse burlesque et chanteuse de music-hall. J'étais accompagnée à l'époque de George Bengebel, un crooner. Et puis, nous avons un petit peu voyagé partout en Europe pendant une année ou deux. Et nous avons décidé ensuite d'importer, je dis importer, la scène du burlesque en Belgique parce qu'à l'époque, la scène du burlesque n'existait pas en Belgique ou très très peu et plutôt en Flandre. Il y avait quelques shows qui se donnaient, quelques productions qui étaient mises en place en Flandre. Et puis donc nous avons commencé à produire des shows, en tout cas à les mettre en scène. C'est là où voilà, ça a réellement commencé, où on s'est fait une place. Enfin, on s'était déjà fait un nom parce que nous étions un duo. Les duos n'existaient pas dans la scène burlesque. On a voyagé un petit peu partout en Europe les 2 premières années. Mais voilà, après on a importé ça en Belgique. Et puis, de fil en aiguille, j'arrive en tout cas à ce moment phare ou en tout cas très, très important dans ma carrière. Et s'il est important, c'est pour plusieurs choses et ça, c'est vraiment, je pense, judicieux que j'en parle. C'est pas que c'est le moment le plus important de ma carrière parce que c'est assez, comment dire, spectaculaire ou allez, ça a une certaine valeur. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière d'assez sociétal et qui me plaisait vraiment aussi. Donc il faut savoir que j'ai été sollicitée un jour pour être chanteuse sur un morceau d'une nouvelle revue du Crazy Horse, qui était la revue de Chantal Thomas. Donc ça a été mon entrée au Crazy Horse. Je pense que c'était en 2017, en septembre 2017. Ça a été un moment merveilleux dans ma carrière, effectivement, que je m'associe à ce cabaret prestigieux. Mais je pense que c'est pas ce moment-là qui était le plus important. C'est quand après, on m'a demandé de faire partie de la revue du Crazy Horse. Et ça, je crois que ça a eu un impact sur ma vie de femme qui a été super important. Sur ma vie de femme, mais aussi sur ma vie de femme qui se bat pour les femmes. Ça voulait dire beaucoup de choses. C'était pas juste « waouh ». Je suis artiste de music hall. C'est un petit peu une consécration d'être dans un des plus prestigieux cabarets
au monde. Il faut dire ce qui est, parce que quand on est au Crazy Horse, qu'on parle du Crazy Horse, nous, on est à côté du Crazy Horse, on vit en Belgique, on ne se rend pas compte réellement de l'impact multiculturel qu'a ce cabaret. Les gens qui viennent du monde entier, le Crazy Horse, c'est un des plus prestigieux cabarets au monde. Et donc, c'est vrai que quand on m'a donné le statut de maîtresse de cérémonie au Crazy Horse, ça a eu un impact important dans ma vie de femme, de féministe, de femme engagée, parce que j'étais dans un endroit où les filles, les danseuses étaient toutes calibrées d'un certain physique, devaient respecter des normes physiques. Et puis moi, j'arrivais et rien n'avait été prévu pour moi. Il n'y avait proprement dit pas la place pour une femme comme moi au Crazy Horse. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Et finalement, on a créé cette place pour moi. Donc, je suis arrivée malgré moi dans un endroit qui n'était pas fait pour moi. Donc, ça veut dire quelque chose de très important, c'est que tout est possible. Et quand je dis, bon, c'est un petit peu mes phrases type, quand je dis il faut prendre sa place, il faut pouvoir prendre sa place, mais même là où nous-mêmes, on ne s'y attend pas. Jamais dans ma vie, même si je suis quelqu'un qui travaille la confiance, qui a une estime qui est toujours remise à zéro, enfin bon, voilà, je suis quand même coach, donc je sais travailler sur moi-même. Malgré ça, si on m'avait dit un jour, tu penses qu'avec cette confiance, tu penses qu'avec cette estime que tu as de toi-même, un jour, tu pourras avoir ta place dans un endroit comme le Crazy Horse, j'aurais dit non, quand même pas. Non, non, je pense qu'il faut être assez réaliste d'où prendre sa place. Eh bien, pas du tout. Je crois qu'on peut prendre sa place où on désire de la prendre, ça c'est important. Alors, je dois être assez sincère, la première année au Crazy était super parce que c'était une nouvelle expérience. Mais il faut savoir que quand on est au Crazy, il y a une certaine rigueur qui ne permet pas toujours beaucoup de choses à côté. Donc c'est vrai que nous avons vécu, Georges et moi, 100% Crazy pendant la première année. Nous étions sur scène 6 soirs semaine, 2 fois par soir, 3 fois les samedis. C'était un investissement total. La première année était incroyable. La deuxième, j'ai demandé un peu à ralentir la cadence et à travailler moins de jours pour pouvoir essayer d'honorer plein d'autres choses qui s'offraient à moi. Et j'avais pas vraiment la possibilité de le faire en étant hyper ancrée là-dedans, on se lève crazy, on mange crazy, on dort crazy. Et ça, c'était difficile pour moi de donner la place à d'autres choses et d'honorer d'autres choses. Donc la deuxième année, j'ai travaillé un peu moins en crazy, mais c'était quand même encore compliqué d'avoir d'autres projets. La dernière année, la troisième année, juste avant le Covid, là, c'était super parce que je travaillais quelques jours par mois. Et c'était vraiment le super bon équilibre pour moi, du moins. Ça m'a permis en fait de retravailler sur de très très beaux projets à côté, que ce soit ma musique, que ce soit des projets photographiques, des projets visuels. Enfin, ça me permet de... Voilà, ça c'était l'équilibre parfait. Parce que c'est vrai que je n'imaginais pas non plus devenir la chanteuse du Crazy Horse qui est là tous les soirs de façon exclusive, même si, attention, hein, le Crazy Horse est très très clair avec ça. Nous n'avons absolument aucune exclusivité avec le Crazy Horse. Nous pouvons et nous sommes libres de faire d'autres choses ailleurs, mais voilà, le truc était que c'était difficile de se rendre disponible. Problème de temps. Oh oui, oui, de temps, d'énergie, de fatigue, parce que voilà, il y a quand même beaucoup il y a souvent des répétitions, des après-midi qui sont consacrés euh, à la télévision, aux interviews, aux, aux petits réajustements au niveau du spectacle. Donc voilà, c'était compliqué et je dois dire que c'est vrai que
cette dernière année était vraiment juste parfaite pour moi. Et puis, le Covid est arrivé. Et oui, ce bon vieux Covid qui nous a percutés tous et toutes, mais je pense les artistes encore plus finalement. Oui, ça a été une période très, très compliquée. Et pour être tout à fait sincère, je crois que j'en sors seulement maintenant. Je me souviens que c'était compliqué. Oui. Mais je pense qu'il y a encore des moments où même moi qui étais salariée, qui travaillait en télétravail, donc j'avais quand même une certaine régularité, encore des liens sociaux forts, puisqu'on communiquait très régulièrement avec mes collègues et les équipes. Mais c'est encore maintenant, quand je rentre dans mon supermarché habituel, et que je me souviens que je faisais la file devant, avec mon masque à 1 mètre les uns des autres, derrière les autres, avec les vigiles qui nous surveillaient. C'est fou. C'était fou. Enfin, ça relevait du film de zombies. Enfin, Ah oui. C'était une période très compliquée, effectivement, puisque ce que les gens aussi n'imaginent pas, et je n'en veux absolument pas à personne d'ailleurs, mais pour certaines personnes, le Covid, il a duré 3 mois et puis il y a eu un second Covid, je pense, voilà, qui est réapparu au mois d'octobre. Donc, c'est une période qui a peut-être duré 6 mois. Mais pour les artistes, pour les gens de l'événementiel, il faut savoir que c'est une période qui a duré plus de 2 ans. ouais. Parce qu'à chaque fois, il y avait ce problème de jauge où on estimait que on pouvait à nouveau réouvrir les jauges de, de, de théâtre à leur maximum de place. Et puis finalement, non, il y avait trop de risques. On réduisait la jauge. Et ça a duré comme ça 2 ans. Donc finalement, moi, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai mis en scène des spectacles qui ne se sont jamais joués. Parce qu'à chaque fois, il y avait ce problème et on se disait, non, avec une jauge de 200 personnes, C'est pas rentable. c'est pas rentable, il faut annuler. Et donc, j'avais des subsides. Euh, je travaillais sur des spectacles et puis finalement, ils étaient annulés. Je travaillais sur d'autres spectacles, c'était pareil. Donc, ça a été très compliqué parce que je travaillais sans être rémunérée. Oui. Ça, c'est une réelle réalité financière. Et puis, tout était postposé ou annulé. Donc, ça a été une très, 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 très mauvaise période. Et je le dis, je m'en sors seulement maintenant. Depuis janvier passé, on peut dire que j'ai vu un peu le bout du tunnel. Mais bon, il m'est encore arrivé des choses. Mais bon, Oui. c'est... Ça reste un métier qui est exposé à énormément d'instabilité. Et c'est ça aussi que je suis très admirative quand des personnes comme toi, dès le plus jeune âge, finalement, prennent cette décision d'aller, de se dire, voilà, je veux devenir artiste et coûte que coûte, et de tenir la barre pendant des années et des années, malgré les aléas. Franchement, tu peux être fier de toi. Hein. Merci, c'est super gentil. Je le prends vraiment à bras ouverts parce que c'est une réalité. C'est que nous vivons, nous les artistes, dans une instabilité, mais tout à fait constante, qui ne s'en va jamais. Nous ne savons jamais quand est-ce que nous allons... Nous n'avons pas cette sécurité déjà de se fier à un barème et de se dire... je sais que chaque mois, je vais gagner ça. Je sais que tous les premiers du mois, je vais être payée. C'est toujours une insécurité constante. Faire des calculs en amont en regardant son planning du mois, en se disant c'est un bon mois ou c'est pas un bon mois. Comment je vais faire pour joindre les deux bouts? J'arriverai pas trop ce mois-ci. Donc, c'est... après, c'est une gymnastique aussi, mais qu'on apprend. Mais c'est vrai que c'est difficile. Tout est instable. Tout est incertain. Mais est-ce que la récompense, entre guillemets, de cette instabilité, c'est la liberté? Oh oui. Moi, je fais simplement le métier que j'aime et je sais qu'autour de moi, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas le métier de leur rêve. C'est même pas juste une question de métier, mais c'est juste, il y a plein de gens qui sont pas heureux parce qu'ils font pas ce qu'ils aiment. Pas seulement dans le milieu professionnel, mais qui font pas ce qu'ils aiment.
Voilà. Moi, j'ai décidé depuis mon plus jeune âge de vouloir faire ce métier. Aujourd'hui, je fais ce métier. J'en vis avec des difficultés parfois, parfois pas, mais je suis pleinement heureuse de faire ce que j'aime. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, passons à une petite question. Elle était comment, la Loli adolescente? Alors, si je suis très affranchie aujourd'hui, je dirais qu'adolescente, je l'étais encore plus. C'est possible, ça? Oui, 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 oui. J'étais vraiment un petit animal sauvage et profondément révolté. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ça. Je crois même que je me suis assagie. Je pense que j'ai peut-être cette même liberté, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus animal et instinctif en moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, et toi tu me connais, Mary, je suis quand même quelqu'un qui suis très fort dans le contrôle. Oui. Quand j'étais adolescente, je n'étais pas dans le contrôle, donc j'étais un peu dangereuse. Mhm. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais j'étais dangereuse, oui, parce que il y avait cette... pas folie, oui, il y avait cette révolte en moi. Cette volonté aussi peut-être de ne pas rentrer dans les cases? Oui, cette volonté, mais qui était quand même assez évidente. Je ne me suis jamais en fait dit que je devais être différente. Ça, je dois dire que j'ai ressenti cette différence depuis que je suis toute petite. Mhm. J'ai grandi avec cette idée d'être différente. C'est pas une idée, c'est que j'étais une petite fille différente et j'ai grandi avec ça, cette différence. Mais je me suis jamais volontairement dit je veux être différente. Je veux qu'on me remarque. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé tout au long de ma vie. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours sentie différente et j'étais réellement différente. À l'adolescence, ça n'a fait que s'accroître par tu sais, on est tous un peu passés par là, mais d'autres plus que d'autres, mais par la tenue vestimentaire. J'étais quand même chez les bonnes sœurs et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai failli être virée de l'école parce que j'étais un vrai arc-en-ciel vivant. Mais c'était pas une volonté première. Je crois que c'était l'essence même de ma personnalité qui faisait ça. Oui, oui, tout à fait. Et de toute façon, que ce soit volontaire ou pas, c'est une liberté d'expression qu'on cherche. Oui, Et je pense que les adolescents et toute personne a bien raison de réclamer, puisque ça ne change strictement rien au quotidien des autres. Si on a envie de s'habiller, de s'exprimer d'une certaine manière, du moment qu'on reste dans le respect global, exactement. Mhm. voilà, il n'y a pas de souci. Mais je sais que dans certaines écoles, ça ne se passe pas comme ça. Non, j'étais à Sainte-Marie, il y avait une certaine rigidité. Je sais qu'un jour, ma mère a été convoquée. On lui a dit, écoutez, on est désolé, mais ça ne va franchement pas. Elle arrive dans des tenues. Je crois il faut la placer dans une école artistique. Bon, c'est ce qui s'est passé l'année d'après. Et bon, voilà. Oui, tout à fait. Par rapport à ta féminité, par rapport à ton rapport au corps, est-ce que tu peux m'expliquer quelle évolution tu as sentie sur ces 20 dernières années? Est-ce que tu as toujours été constante par rapport à cette confiance en toi que tu as par rapport à qui tu es, à ton rapport à la féminité, ou est-ce que tu as vu une évolution avec des creux, des sommets? Je crois que j'ai toujours été constante. Et je crois que ça vient vraiment de l'enfance. Et je pense que ça vient vraiment, vraiment, vraiment. C'est en moi. Je crois que je suis née comme ça. Et c'est ça qui me donne encore plus l'envie de me dire, si c'est quelque chose d'inné en toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est le transmettre. Je suis désolée, tu gardes pas ça pour toi. Donc finalement, mon rapport à la féminité, il a toujours été tel quel. Mon rapport à la confiance,
il a toujours été... euh, J'étais une petite fille, pardon, qui était très affranchie hein, depuis mon plus jeune âge. Moi, je me sentais au même niveau que les adultes, hein. C'était assez fou. Quand mon corps a commencé à se transformer très jeune, en sixième primaire, j'avais déjà une poitrine par rapport aux autres copines. Et bon, c'est vrai qu'allez, il y a eu une période de doute à ce niveau-là parce que voir le corps qui change, la poitrine qui grossit alors que les copines n'en ont pas, c'est vrai que là j'étais perturbée, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça, en deuxième secondaire, voilà, j'avais toutes les armes pour être moi-même, pour être ancrée, et peu importe ce qu'on pense de moi. J'étais différente parce qu'effectivement, j'étais déjà plus voluptueuse que les autres filles de ma classe, des autres classes. Et je crois que Tu en as fait ton parti. j'en ai fait mon parti. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais je vais dire, voilà, c'est vrai que ma poitrine a peut-être été une période, euh, quelque chose qui m'a mis dans l'incertitude. Mais très très vite, j'ai pu aller au-delà et encore plus à partir du moment où je suis rentrée dans l'univers burlesque. Parce que là, c'était une porte à la diversité qui s'ouvrait et là, j'ai pris pleinement conscience de... Voilà. En tant que femme affirmée, avec un look très féminin, est-ce que tu Mhm. t'es déjà sentie en danger? Est-ce que tu t'es déjà sentie menacée ou remise en cause dans tes qualités intellectuelles, par exemple? Et si oui, quelles sont les méthodes, quelles sont les choses que tu as pu mettre en place pour faire face à ça? La confiance en soi, l'ancrage dans le sol, c'est quelque chose qui vous barricade de tout. C'est une espèce d'armure complètement invisible et imaginaire. Elle marche. Alors bien sûr, je peux avoir des retours, mais pour moi qui ne sont pas des retours néfastes, je peux avoir d'un monsieur, vous êtes très belle mademoiselle. Je réponds, merci monsieur, et tout s'arrête là. Bien sûr, j'aurai toujours des mademoiselle, vous ressemblez à Marilyn Monroe. Voilà, je réponds par un sourire, merci beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est pas du harcèlement de rue. On ne Non. me suit pas en me faisant des... Ça, je n'ai pas ça. On ne me demande pas combien la pipe. On ne me suit pas. Voilà, je n'ai jamais ressenti ça. Et c'est pour ça que ce travail et cette méthode de travail sur l'ancrage, elle est très importante à développer de plus en plus. Voilà, après, il y a d'autres choses derrière, c'est que malheureusement, je ne peux pas essentiellement me consacrer à ça et je ne veux pas vendre ma méthode de travail parce que tout simplement, je crois que mon travail de coach, c'est quelque chose d'instinctif et
de propre à moi-même. Je ne pense pas que même avec un syllabus ou je puisse transmettre ça et que quelqu'un d'autre puisse le faire de cette même façon. Mais c'est quelque part un peu dommage parce que c'est vrai que cet ancrage, c'est la base de tout en fait. Évidemment, moi j'ai un point de vue un petit peu différent du tien pour travailler sur la Oui. question des violences et notamment du harcèlement de rue. Je voudrais pas que les personnes qui nous entendent, et je sais que c'est pas ce que tu veux dire, Oui, parce oui, qu'on se connaît vas-y. bien, on en a déjà discuté, Oui, oui. que si on n'a pas confiance en soi, on attire la violence en rue. C'est Non, pas du tout ça qui non. est dit ici. Parce qu'il faut savoir que 100%, alors toi tu dois être l'exception, 99,9% des femmes qui sont interrogées se disent en insécurité, notamment dans le métro, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Donc ça veut dire que ce sentiment d'insécurité fait qu'on va voir probablement, pour une partie d'entre nous, une attitude en rue où on se sent traqué, en danger, même s'il ne se passe a priori rien, on sait qu'on doit être sur le qui-vive. Tout à fait. Et je pense qu'à partir du moment, un des éléments qui pourrait aider, en dehors du fait de lutter contre les attitudes violentes qui sont d'abord de la responsabilité des agresseurs, mais le fait de reprendre notre place dans l'espace public en disant « moi, j'ai pas envie d'avoir peur. J'ai peut-être peur, mais j'ai pas envie d'avoir peur. Et je m'ancre, effectivement, et je suis là, et je prends ma place dans l'espace public », ça peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est ça aussi que tu fais passer à travers tes coachings et à travers ta présence sur scène, parce qu'il y a aussi tout cet impact que tu as quand tu es sur scène et que tu nous fais partager ton univers, c'est de dire il n'y a pas d'abord d'obligation de ressembler à un certain modèle de femme pour avoir de l'importance, de la présence et avoir un impact sur les autres, et le monde nous appartient. Et je pense que ça fait partie des solutions qui peuvent aider à lutter contre cette disparition des femmes de l'espace public, artistique, politique, etc. Mais je veux vraiment bien faire comprendre aux auditeurs et auditrices que jamais vous n'êtes responsable de la violence que vous subissez. Absolument. Mais il faut qu'on puisse aussi trouver en nous la force de faire face à certains moments, en tout cas toujours en faisant attention à notre sécurité, mais en tout cas en se disant j'ai le droit d'être présente et personne ne peut me prendre cette place. Elle est à moi et elle est à nous en tant que femme ou en tant que personne trans, en tant que personne LGBT. Tu as bien retranscrit ce que je voulais dire et c'est bien que tu aies mis ce petit... Je peux t'écrire ton syllabe si tu Et je suis sûre que tu serais super pour ça. Moi, il y a une question qui me taraude, qui traverse ma perception de mes rapports avec les autres femmes Oui. et personnes s'identifiant comme femmes, c'est la concurrence, qui est pour moi l'opposé de la sororité. Donc la sororité, c'est quand même pas un concept super récent, en tout cas sur les réseaux ni dans l'actualité, mais c'est le fait de prendre conscience du fait qu'on joue à un certain jeu, qui est le jeu du patriarcat, c'est-à-dire que pour pouvoir être élu des hommes, il faut qu'on corresponde à un certain modèle de minceur, de jeunesse, de couleur de peau aussi. Moi, ce rapport de concurrence qu'on a entre femmes m'interroge très fort parce que je suis tombée dedans régulièrement. Parce que c'est compliqué tant qu'on n'a pas le bon éclairage de comprendre dans quel système on fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu percevoir dans ton métier d'artiste ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Ou est-ce que toi, tu as su à chaque fois faire la part des choses quand tu sentais qu'éventuellement tu étais considérée comme une ennemie, une adversaire, quelque chose qui empêchait d'atteindre une réussite sociale, une reconnaissance sociale ? On y arrive à cet élément très néfaste. Très néfaste déjà dans la comparaison entre femmes. Oui, l'antithèse de la sororité, ou juste dans un premier temps, j'ai parlé des comparaisons qui nous détruisent. Ces comparaisons détruisent les femmes. J'ai envie de dire que c'est l'élément le plus néfaste dans ce chemin, en tout cas très personnel de chaque femme vers le bien-être et l'estime de soi. La première chose qui arrive en ligne de mire et qui est vraiment la chose qui ne nous permet pas d'aller plus loin dans, on va dire, ce chemin personnel, c'est justement d'en faire quelque chose qui n'est pas personnel et qui est dévié sur les autres à travers la comparaison, les comparaisons.
Pour que ce soit assez visuel, chaque femme a comme une espèce de baromètre qu'elle sort de son cartable, qu'elle sort de son sac à main, à chaque fois qu'elle est face à une autre femme. Et la question suprême qui est à la fois très consciente et inconsciente, c'est où je me situe par rapport à elle, au-dessus ou en dessous. Et souvent, elles y répondent de façon forcément assez destructrice puisque elles seront toujours en dessous. Voilà. Et ça, c'est l'élément le plus compliqué dans la démarche, d'une trajectoire vers le bien-être, vers l'apaisement de soi, etc. Donc c'est bien qu'on en parle parce que ça reste quand même aujourd'hui. Et quand tu me demandes Mary, toi, est-ce que tu as été confrontée à ça? Est-ce que tu vois souvent ça? Mary, ça fait 15 ans que je donne cours. C'est la chose la plus compliquée. Pas à faire comprendre aux femmes qu'il faut arrêter avec ça, mais à mettre en pratique. Et parfois aussi, ce qu'il y a de très complexe dans cette idée de anti-sororité, c'est que parfois, il y a une espèce de méchanceté, de cruauté qui se déploie chez certaines femmes et qui sont en fait presque malgré elles, parce qu'elles ont un tellement grand mal-être qu'elles sont presque obligées. C'est presque comme C'est le seul chemin qu'elles connaissent. c'est le seul chemin qu'elles connaissent, c'est de démonter les autres, c'est de détruire les autres pour se sentir peut-être un tout petit peu mieux l'histoire d'un instant, que ce soit au travail. Tu me demandais si je l'ai vécu ou je l'ai vu en tout cas dans mon métier. C'est plus insidieux que ça. Comme moi personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec les femmes et encore moins dans le milieu dans lequel j'évolue, puisque je travaille avec des artistes que j'emploie, qui sont mes amis depuis 15 ans, et tout est assez clair là-dedans. Mais c'est une évidence que, pas dans ce sens-là, cette anti-sororité, mais plutôt la concurrence, tout simplement. Oui, il n'y a rien à faire. Le nombre de contrats est limité, donc je Oui. pense qu'il y a parfois cette concurrence entre travailleurs, entre travailleuses pour arriver Oui. à obtenir de l'argent. Ça, oui, Après, moi, je pars du principe, je le dis tout le temps, hein, ça, je le dis tout le temps à mes élèves avec qui je travaille sur des numéros burlesques et qui veulent évoluer. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde, hein. Parce que, tout simplement, un individu n'est pas un autre. Et moi, j'ai vu au bout de 15 ans peut-être 1500 femmes à l'heure d'aujourd'hui, un petit peu plus. J'ai jamais pu raccrocher deux femmes ensemble de par leur ressemblance, leur psychologie, leur façon d'être. Jamais. Moi, j'ai rencontré 1500 femmes tout à fait différentes. Donc, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Moi, la concurrence aussi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est quand je traînais mes tenues de pin-up dans le monde du burlesque, puisqu'à un moment donné, j'ai travaillé avec toi à l'organisation des ateliers avec Kotori. On lui fait un petit coucou en passant. On lui fait un petit coucou. Moi, ce qui me mettait mal à l'aise parfois, c'est que quand on avait des spectacles burlesques où il y avait une majorité de femmes dans le public, je ressentais vraiment cette force de soutien, de sororité. Oui. Et puis, on a organisé où on a participé, où on était membre du public, de spectacles beaucoup plus mixtes, où il y avait beaucoup plus d'hommes. Et les réflexions que j'ai entendues, les attitudes que j'ai observées, c'était pas la majorité, mais c'était, on comparait les corps. Il y a des mecs qui faisaient des classements pour savoir laquelle était la plus jolie, la plus sexy. Et là, on perdait tout le sens qu'on avait mis, nous, dans la démarche burlesque, qui était tous les corps sont les bienvenus. Et ce qui compte, c'est vraiment d'inventer, de mettre en place un numéro qui est artistique, qui a un impact, un message à faire passer, qui soit strictement artistique, le message, ou plus politique. Et là, je me retrouvais confrontée à la marchandisation des corps, c'est-à-dire qu'il fallait trouver celui qui rentrait le plus dans le format classique.
Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, il faut qu'on refuse cette attitude, non pas en tombant sur, en enguirlandant ces jeunes hommes, parce que ça ne sert a priori à rien, mais quand moi, maintenant, je suis confrontée à une femme qui rentre plus dans les cases que moi, c'est-à-dire qui est plus jeune, plus mince, plus jolie, on va dire, je refuse de la considérer comme étant une adversaire, et je vais même faire preuve d'encore plus d'attention vis-à-vis d'elle. Parce que je me suis rendu compte que ne pas rentrer dans les standards, c'est problématique, mais rentrer à fond dans les standards, c'est problématique aussi. Absolument. Et qu'être une belle femme élue des dieux, d'une certaine manière, peut être tout aussi mortifère parce que on est dans un rapport de force avec les autres femmes et dans un rapport de séduction qu'on n'a pas choisi avec les hommes qui nous entourent. Et ça, moi, maintenant, j'en suis fort consciente et ça m'a vraiment libérée. Alors, il y a des moments aussi où moi, parfois, je retourne à zéro parce qu'on a des jours avec et des jours sans. Mais je pense que ça peut vraiment être libérateur pour beaucoup de femmes, mais aussi pour beaucoup de garçons, parce qu'entre eux aussi, il y a de la concurrence. C'est de se dire, je refuse de jouer à votre jeu. Mais c'est super ce que tu dis là, hein, parce que ça veut bien dire que tu as fait un travail sur toi-même et je trouve que c'est très sincère d'oser dire ça. Ça veut dire que quelque part, à une époque, jadis, pour ce qui pouvait être une femme en face de toi, type parfaite, tu avais moins d'empathie. Probablement. Et Oui. tu lui en voulais peut-être indirectement. Et ça, c'est très très bien pour les auditeurs et les auditrices de comprendre que finalement, il n'y a pas de surfemme et il n'y a pas de sous-femme. Pour revenir d'ailleurs, parce que souvent j'entends dire ça, justement en parlant de femmes archétype parfait, souvent j'entends dire « Ah, mais je l'ai entendu se plaindre, mais enfin, elle est mince, pourquoi se plaint-elle? C'est horrible qu'elle puisse se plaindre. » Mais parce que tout simplement, c'est une femme avec peut-être un physique, un physique peut-être plus facile, mais qui a d'autres problèmes, qui a une autre histoire et qui a aussi son lot de drames, qui a aussi des failles. C'est un être humain et c'est voilà, moi je sais que j'ai vécu dans l'intimité avec les danseuses du Crazy Horse qui sont toutes calibrées et qui représentent toutes ce qu'on pourrait dire être la femme parfaite physiquement. Toutes les filles du Crazy Horse ont des complexes et pour la plupart ne se sentent pas toujours bien dans leur corps. Il n'y a pas que les complexes, il y a aussi les problèmes de santé, Bien le sûr. handicap, les problèmes psychologiques. Il y a la réalité du terrain. On peut très bien rentrer dans une taille 36, mais avoir perdu un parent récemment et être au fond du trou. Enfin, je pense que ça permet aussi de rendre les choses plus complexes et plus nuancées et de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Mais je pense que c'est aussi important quand on sait qu'on représente une classe dominante. Donc quand on est blanche, quand on est mince, quand on est jeune, quand on a du pouvoir, etc., c'est d'en avoir conscience. Oui. J'ai entendu récemment un podcast interviewant une journaliste qui a produit le podcast La Poudre, qui est un podcast très très important dans l'histoire du podcasting français féministe notamment. Je ne reviens plus sur son nom, évidemment, ça c'est un grand classique chez moi, mais elle expliquait qu'elle remerciait sa nounou qui lui avait permis de retourner travailler en tant que journaliste. Elle dit, j'ai pu, en tant que femme blanche riche, recommencer à faire de l'argent grâce à une femme migrante que j'ai, entre guillemets, exploitée, même si, évidemment, il y avait un contrat de travail et qu'elle a fait des choses dans les règles. Et je trouvais ça très, très chouette d'avoir conscience de là où Bien on sûr. est. Donc, à la fois, en tant que femme qui n'est pas forcément un mannequin, ne pas détester cette personne qu'on a en face de soi qui représente cette catégorie, et en même temps en tant que femme où on sait qu'on a certaines armes, mais ne pas les utiliser contre les autres femmes. Tout à fait. Ça, ce serait vraiment très très chouette dans un monde idéal. Mais ça, c'est la sororité. On avance, oui. Au quotidien, tu accompagnes des femmes dans tes coachings, oui, mais aussi les gens qui viennent te voir après les spectacles, ceux qui passent à travers les réseaux sociaux. Ce sont des témoignages qui sont souvent très émouvants. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ta construction justement de l'empowerment que tu essaies d'apporter au quotidien? Mais qu'est-ce que ça te prend aussi? Parce qu'il y a un coût à payer. Alors déjà, j'essaie de ne pas trop me montrer, me rendre disponible après les shows.
Pourquoi ? Parce que je donne beaucoup de ma personne. J'essaye de ne pas trop me nourrir des compliments, de l'encensement qu'on peut me faire après un show, parce que je trouve qu'on peut très facilement perdre pied et parfois se complaire ou en tout cas ne pas se remettre en question par rapport à son travail d'artiste. J'ai toujours eu un très gros souci avec ça. À la fin des shows du Crazy Horse, rarement j'allais à la rencontre du public pour ça. Et puis j'ai eu des marques d'affection assez incroyables, humaines aussi. Mais ça, c'est une chose. Voilà, j'essaye d'être un petit peu en tout cas, pas me nourrir trop de ça pour rester les pieds sur terre. Après, il y a les coachings et ce qui se passe dans les coachings. Alors là, je le prends en plein dans la face. C'est comme ça, c'est mon travail. Dans une demi-journée, on passe par beaucoup d'émotions qui sont d'abord celles des autres, qui m'arrivent en plein cœur, en plein visage, où je dois rester hyper ancrée et ne pas me faire envahir parce que je dois travailler, donc je dois faire du bon travail et pour éviter de tomber dans quelque chose complètement drama où tout le monde commence à s'effondrer. Moi, je dois rester ancrée, gérer mes émotions, pour travailler sur la personne en face. Mais c'est très, 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 très fatigant. C'est très fatigant. Aujourd'hui, je dois dire, je viens après un coaching, mais qui était assez relax, assez bon enfant. Tout s'est bien passé. Oui, il y a eu des pleurs, il y a eu des émotions, mais je dois dire que c'était assez gérable. Mais tu m'as déjà vu après des coachings beaucoup, beaucoup plus bouleversants, où là, tout le monde s'en va, je monte dans mes étages, je prends une douche bien chaude et je vais au lit, hein, parfois même sans manger tellement je suis vidée. Je ne sais pas si c'était ça vraiment ta question de départ. Mais écoute, si ça rejoint mon métier de formatrice, parce que c'est quelque chose que je ressens aussi, moi je travaille sur des sujets extrêmement marrants comme les violences conjugales, le harcèlement de rue, toutes les questions de violences faites aux femmes. Alors c'est hyper enrichissant parce qu'on voit des gens, hommes-femmes, parce que moi j'ai un public mixte, qui évolue, qui comprend, à qui j'essaye de donner des clés et qui m'apporte énormément de clés aussi, hein, parce que c'est un échange. Mais après, je suis vidée. Donc ça, je comprends. Mais c'est là aussi où je vais chercher cette niaque qui fait que j'avance au quotidien. Évidemment. Parce que ces échanges, ces clés que tu donnes aux autres, ça, c'est un bonheur suprême. Ce sont des clés que tu leur donnes, que tu leur offres pour avoir plus de facilité dans leur vie. Mais c'est des clés aussi que tu te donnes à toi-même et c'est une satisfaction personnelle. Encore tout à l'heure, moi, je disais aux filles qu'en voyant les avant-après en quelques heures, les métamorphoses des papillons qui sont en train d'ouvrir leurs ailes, c'est assez imagé, mais c'est réellement ça. Tu le sais, tu as déjà vu mes cours. Je me disais que je ne pourrais jamais essentiellement être une showgirl et vivre sur la scène en arrêtant de faire ce métier de coach parce que c'est tellement enrichissant. Permet de rester ancré dans la réalité aussi de se remettre en cause au quotidien. Oui, bien sûr. Oui. C'est une réalité. Quand on voit toutes ces femmes avec tous ces parcours, toutes ces histoires, tous ces backgrounds, c'est éprouvant et ça, c'est la réalité. Hein. C'est pas strass et paillettes. Hein. Où trouves-tu la force pour maintenir cette discipline que tu as depuis des années? Parce que rien que la discipline de ton look m'a toujours fascinée. Oui. Cette capacité que tu as à être tirée à quatre épingles, pour moi, c'est une expression de toi en tant que Loli, mais aussi un outil de travail. Voilà, donc vraiment, j'ai toujours été admirative. Et cette force de continuer malgré les échecs, parce que même ces derniers mois, comme beaucoup d'artistes, tu étais confrontée à de grosses difficultés. Qu'est-ce qui fait que tu maintiens le feu sacré? Je ne sais pas. Merci pour cette réponse. Non, mais ces derniers temps, justement, je me pose beaucoup la question.
J'avoue que j'ai une forme de résilience en moi. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais même pas quoi répondre parce que je pense que j'ai tellement trouvé, grâce à l'ancrage, un équilibre entre mon corps, ma tête, mon cœur, mon sexe, tout ça ensemble, et que cet ancrage, finalement, tu sais, c'est, c'est ça le bien-être. Et le bien-être, quelque part, ça ne veut pas dire je cherche la perfection et quand je serai parfaite en tout point, je serai aux portes du bien-être. Non, le bien-être, il est là quand tu relâches tout et que tu conscientises que tu ne seras pas... tu n'as pas un corps sublime, parfait. Tu n'es pas la maman parfaite, mais tu fais ton possible pour y arriver. Tu n'es peut-être pas la meilleure des partenaires, mais tu te remets en question quand tu peux. Et quand tout ça ensemble, tu as décidé d'accepter ça, que la perfection en toi n'existe pas et qu'il ne faut pas chercher ça, qu'il faut voilà juste lâcher prise, ça c'est une forme de bien-être et d'équilibre. Et quand je dis l'équilibre, c'est cet équilibre entre le corps, ok, qui n'est pas parfait, mais on a un peu conscience de ses atouts, la tête, un psychologique qui va plus ou moins bien, une santé mentale, en tout cas qui n'est pas tout à fait défaillante. Des fois, on se lève parfois mieux que d'autres. Le cœur, les sentiments, tu laisses aller tes émotions. Des fois, elles sont très puissantes. Tu te laisses aller, tu t'autorises à pleurer, voilà. Et puis le sexe, parce qu'il y a aussi un équilibre avec le sexe où parfois tu peux en faire, tu peux ne pas en faire. Je parle de façon intime, mais le sexe et la respiration sexuelle aussi, tu peux parfois t'autoriser à être comme une lavette dans ton lit, dans ton vieux pyjama et te dire mais je m'en fous, voilà. Et comme des fois, tu as envie d'être tiré sur quatre épingles et d'être en mode basse activation. C'est mais cet équilibre entre tout ça, qui est très loin d'être la perfection, c'est ça le bien-être. Et je crois que c'est quelque part cet équilibre et cet ancrage qui font que j'ai la force et la capacité, voilà, de pouvoir continuer, de pouvoir être, de pouvoir avoir toujours des ressources pour aller chercher bien au fond de moi. Mais je dois dire que des fois, même moi, je me pose la question, hein. J'ajouterais peut-être un ingrédient, moi, qui m'aide. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais c'est la conscience aussi qu'on est dans un système et qu'on n'est pas responsable de tout. Ah ben bien sûr. Ça libère. Alors, c'est pas pour ça que ça déresponsabilise, hein, parce qu'il ne Oui. faut pas prendre l'extrême inverse, mais ça permet de se dire, dans ce jeu-là, j'ai joué ma partie, mais il y a une partie du jeu que je ne peux pas contrôler et qui s'est retournée éventuellement contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Et je vais faire ce que je peux pour réparer, pour rebondir, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mary, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques mois. J'étais sur un très très gros projet, le plus gros projet de ma carrière. Un projet de show à l'étranger sur presque un an de préparation et 3 mois de prestation. Et finalement, tout a volé en éclats 6 mois après. Ça a été, comme ça devait être le plus beau projet de ma carrière, ça a été le plus gros échec de ma carrière. Et pour rejoindre ce que tu dis, c'est que quand on a évalué la chose, même si c'était très grave, je n'en suis pas responsable. Tout à fait. Et il faut accepter ça. Et il m'a fallu quelques temps et j'ai cette chance à nouveau d'être très respectée dans mon domaine, dans mon milieu artistique. Et finalement, on passe à autre chose. Et c'est pas se dédouaner pour se dédouaner. Il y a des réalités. Voilà. Voilà. Et des fois, c'est indépendamment de notre volonté, tout Euh, simplement. J'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que une de tes forces ne viendrait pas de ton partenaire? Parce que je pense qu'on ne calcule pas toujours Ah. le rôle du partenaire en tant que facilitateur. C'est une bonne chose que tu en parles, Mary. Je ne l'aurais peut-être pas
mis en avant sur ce podcast, parce que c'est vrai que à la fois il est caché, à la fois je le montre de plus en plus, mais et puis à la fois j'ai envie de donner aussi espoir à d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une relation d'amour aussi importante que la mienne, mais on ne peut pas passer à côté. Moi, ça fera en juin 26 ans que nous sommes ensemble. Oui, mais attention, avec un bémol, parce que je ne veux pas non plus décevoir en fait des auditeurs ou auditrices qui se disent, bah voilà, tout passe par l'amour d'un partenaire. Ah non, 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 pas du il tout. n'y a pas que ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui t'encourage dans ce que tu fais, qui n'a pas été, attention, je tiens à le dire, hein, qui n'a pas été, bon, ça fait 26 ans qu'on est ensemble aussi, mais qui n'a pas été de tout repos au début où j'ai fait du burlesque il y a 17 ans, parce qu'il n'était pas d'accord, il n'aimait pas du tout ça. C'était un terrible macho italien. Donc imaginez sa femme qui se déshabille presque intégralement. Pour lui, il n'y avait pas la notion artistique là-dedans. C'était juste, tu peux pas faire ça. Voilà. Et le regard des gens, le fantasme que je pouvais provoquer chez d'autres hommes, il y a eu toute une évolution, mais je dois dire qu'aujourd'hui, il est terriblement fier de tout ce que j'entreprends. Et oui, tu as raison. Avoir quelqu'un qui nous aime, qui nous soutient dans ce que l'on fait et qui est fier, oui, euh, qui nous dit tous les jours au moins une fois qu'on est belle, même quand t'es moche. Soyons clairs. Euh, je crois que c'est en tout cas, ça apporte sa petite pierre à l'édifice de ce que c'est le fait d'être fort, d'être bien dans ses bottes, ouais. Peu importe que ce partenaire, ce soit un homme dans un couple hétéro, peu importe le modèle, mais avoir Oui, un entourage qui nous soutient oui, au quotidien, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça que la sororité aussi, l'amitié homme-femme, hein, mais la sororité en particulier, peut être une solution à la solitude et au sentiment qu'on peut ressentir au quotidien de ne pas être soutenu. mhm, C'est-à-dire de construire ça avec d'autres femmes, par l'amitié, par le fait d'échanger, et peut-être parfois avec des femmes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé aller chercher ça dans d'autres milieux, dans d'autres bien sûr. classes sociales, dans d'autres métiers. Et ça peut être vraiment très, très puissant. Ça, je le vois dans les ateliers, dans mes coachings, quand parfois des femmes viennent de milieux différents, d'univers différents. Et il y a des connexions qui se font parce que je me suis reconnue en elle quand elle a dit ça. Ah, voilà. Il y a une connexion qui se fait. C'est magnifique, mais la sororité est quand même, je dois dire, une des solutions à un futur meilleur pour les femmes. Je pense aussi. Mhm. Alors, une dernière question pour la route. Oui, accompagnée du chat Betty, hein, qui est Oui. quand même la mascotte du Ah bah podcast. oui, Hein, oui. oui, hein. Elle est toute cœur vie, hein, Betty. Ah oui, oui. C'est un chat qui ne bouge pas et qui mange. Et ben Voilà, elle a tout compris. Elle a tout compris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui viennent? Un peu de sérénité. Et j'insiste vraiment sur ce mot parce que depuis le Covid, c'est très compliqué. Donc, forme de résilience, on en a parlé, j'en ai. Je me pose parfois la question d'où ça vient, on y a répondu aussi, mais je voudrais quand même un petit peu de sérénité. Oui. Je t'en souhaite des tonnes. Merci. Et si je peux participer à cette sérénité, hein, Oui, il ne mais faut pas hésiter. écoute, déjà, ce soir, même si j'ai travaillé la journée, c'est un petit moment de détente où voilà, on échange comme ça. Donc, c'est assez chouette. Voilà, ça me permet de me détendre. Tant mieux. Merci Loli. Merci à toi, Mary. Je te souhaite donc le meilleur. Et puis, on se retrouve bientôt sur scène. Enfin, moi pas, dans le public, toi sur scène. Oui, oui. Et alors, je vous conseille évidemment les coachings de Loli qui sont vraiment des pépites qui m'ont fait beaucoup de bien à certains moments de mon parcours. Que vous soyez bien ou pas bien dans vos baskets, allez-y, c'est génial. En plus, c'est basé sur évidemment l'art de l'expression orale, sur la présence scénique. Donc, il y a vraiment des outils hyper chouettes qui peuvent servir à plein de choses dans la vie. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute du podcast. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant.
Ciao, ciao. Au revoir Loli. Merci beaucoup. Et voilà, le 4e épisode des Red Flaggeuses, c'est fini. Merci pour votre écoute. Alors, si vous voulez retrouver Loli, elle a un magnifique compte Instagram, plein de très belles photos. Vous pouvez la retrouver également tout bientôt, au mois de mai, lors du festival Namur en mai. Donc, si vous voulez pouvoir découvrir le travail de Loli sur scène, je vous invite à vous abonner à la page du festival et au compte de Loli, sur Facebook aussi, pour être tenu au courant. Je voulais aussi vous dire que si vous pouvez partager les épisodes des Red Flaggeuses, ce serait vraiment très très gentil. Je ne peux pas faire face à la gloutonnerie de l'algorithme Facebook et Insta. Je ne peux pas partager des choses tous les jours parce que je travaille à temps plein et je n'ai pas tous les jours quelque chose à dire. Oui, moi je n'ai pas tous les jours quelque chose à dire, je tiens à l'affirmer. Et donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force et de votre énergie. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du podcast, sur le fond, toujours évidemment avec bienveillance. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et avec mes invités. Il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut en débattre quand c'est constructif. Voilà, on se retrouve dans 15 jours avec Sophie sur la question de la place des femmes dans le métal. Et voilà, un gros bisou et à bientôt. Ciao, ciao.